Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition du mardi 6 décembre, les 50 ans de l'hôpital de Troyes. À cette occasion, une exposition rétrospective est à découvrir toute cette semaine. La genèse du bâtiment et son histoire à travers le temps, alors que d'importants travaux sont en cours cette année. On en reparle dans un instant. Elles font partie de notre quotidien, mais elles restent inconnues du grand public. Les nanotechnologies, l'UTT vient de renforcer son partenariat dans ce domaine pour favoriser leur apprentissage dans tous les domaines. Explication dans ce journal. Et enfin, la rencontre avec la star nationale du monde de l'édition en cette fin d'année 2011, le prix Goncourt Alexis Génie. Ce professeur de biologie à Lyon était à la médiathèque de Troyes hier soir pour rencontrer ses lecteurs et clore l'exposition sur les 100 ans de Gallimard. Mais d'abord, la suite de l'opération menée par les activistes de Greenpeace hier dans la centrale de Nogent-sur-Seine, une suite judiciaire. Les 9 militants interpellés ont tous été déférés devant le parquet de Troyes ce matin. Ils sont convoqués le 20 janvier prochain devant le tribunal correctionnel de Troyes pour dégradation de biens et violation de locaux professionnels. Âgés de 25 à 60 ans, ces militants sont originaires de la France entière. Et jusqu'à leur convocation, ils seront soumis à un contrôle judiciaire avec interdiction de se voir entre eux et de s'approcher d'un site nucléaire à moins d'1 kilomètre. Leur avocat parisien, maître Alexandre Farot, s'étonne lui d'une telle mesure. Il est au micro de Damien Ardois. Ma ligne de défense est que les militants de Greenpeace n'ont jamais manqué d'apparaître devant un tribunal lorsqu'ils étaient convoqués. Ils ont toujours répondu des peines qui sont prononcées et qu'il n'y a pas besoin de mesures que je qualifierais de vexatoires, par exemple leur interdire de se voir ou d'apparaître autour de sites de centrales nucléaires en France, ce qui est une interdiction qui est très vague puisque vous savez qu'il y a 58 réacteurs en France, donc leur interdire le périmètre des réacteurs, c'est leur interdire finalement beaucoup d'endroits alors que c'est parfaitement inutile. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a deux tendances, une tendance qui cherche à minimiser l'importance de ce qu'a fait Greenpeace et une tendance qui voudrait au contraire être extrêmement répressive et donner l'exemple à travers ce dossier. Vous voyez ? Et les deux sont antagonistes et là on est en train d'assister un petit peu à la dispute entre ces deux tendances. Alors je ne saurais pas vous dire qui représente quelle tendance. Est-ce que la chancellerie représente la tendance sévère et le ministère de l'Intérieur cherche plutôt comme EDF à minimiser? Ça je n'en sais rien. Et cet après-midi, les 9 militants ont tous été remis en liberté après une nuit en garde à vue. Ils risquent chacun jusqu'à 3 ans de prison ferme et 7 500 € d'amende. De l'autre côté de la rue de Gaulle à Troyes, au tribunal de commerce cette fois, comme une impression de déjà-vu avec le retour des salariés de l'usine Sodi Médical. Ils étaient convoqués ce matin suite à la nouvelle demande de leur maison mère, le groupe Lohmann et Rocher, de placer le site de Plancy-l'Abbaye en liquidation judiciaire pour la 3e fois. Les visages sont désormais fatigués malgré l'espoir qui reste présent et le soutien nouveau du procureur. Écoutez les précisions de l'avocat des salariés de Plancy, maître Philippe Brun. Eh bien aujourd'hui, très précisément, pour la 3e fois, la société Sodi Médical demandait au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire de la société. Donc le tribunal a entendu les parties, et notamment le procureur de la République. J'ai rappelé que se prononcer de la liquidation judiciaire était juridiquement impossible au regard des arrêts rendus par la Cour d'appel de Reims en mars et en octobre 2011, que nous sommes le périmètre d'appréciation n'est pas l'entreprise mais le groupe, et que par ailleurs on est dans un contexte frauduleux puisqu'on vient chercher au tribunal de commerce une cause économique pour permettre de licencier ces 52 salariés. Et donc ce concert frauduleux ne permet pas au tribunal de commerce de se prononcer. Le procureur de la République a considéré, je ne voudrais pas parler pour lui, mais précisément, il a pris le contre-pied de ce qu'il disait au mois de juillet, considérant cette fois-ci que Sodi Médical, c'était aussi Lohmann et Rocher, et que dans ces conditions-là, effectivement, pour lui, le tribunal de commerce de Troyes serait incompétent. Enfin, je note, ce qui est important, qu'enfin, le procureur de la République se range à l'opinion des travailleurs de Sodi Médical. Et vendredi, le combat continue pour les Sodi Médical devant les prud'hommes, cette fois pour le règlement des salaires des mois d'octobre et novembre, toujours pas versés à ce jour. En bref, on connaît désormais le nom du nouveau directeur départemental de la sécurité publique qui va remplacer Mathieu Bernier, muté récemment. Il s'appelle Rémi Conesa, est âgé de 45 ans et officiait jusqu'à maintenant à Cannes-Écluse en Seine-et-Marne. Ce commissaire de police est directeur adjoint de l'École nationale supérieure des officiers de police de Cannes-Écluse. Mais la date de sa prise de fonction n'est pas encore connue. Une information exclusive ce soir.
Rien à voir avec une ordonnance, mais plutôt une invitation. À Troyes, le centre hospitalier propose cette semaine une rétrospective pour fêter ses 50 ans. Le site des Hauts-Clos fête cette année son demi-siècle d'existence sur le site, donc jusqu'au 11 décembre. Dans la nouvelle plateforme logistique de l'hôpital, une manière également d'évoquer l'avenir du centre inauguré en 1961. L'exposition a été présentée hier. Le reportage, Jonathan Boisset. Avec sa première pierre posée en 1932, il aura fallu presque 30 ans avant que ce bâtiment n'accueille l'hôpital. Aujourd'hui, cela fait 50 ans que l'hôpital public occupe le site des Hauts-Clos. Une exposition célèbre cet anniversaire. Cette exposition retrace les grandes étapes, avec notamment dans les années 80 la construction du bâtiment mère-enfant. Dans les années 2000, le nouveau plateau technique et les nouvelles urgences. En 2012, le démarrage des travaux du nouveau bâtiment. Ça a été le premier SAMU de France. J'ai retrouvé une lettre que j'avais envoyée quand j'étais directeur des affaires médicales du CHU de Lille au directeur de Troyes pour lui demander. Vous partagez son expérience. Voilà. En 1935, le bâtiment est terminé, l'installation de l'hôpital est interrompue par la guerre. L'enceinte autour du site est propice pour en faire une prison. Quand j'étais gamin, c'est sûr qu'on venait jouer dedans, il y avait tous les carreaux qui étaient cassés, on venait se faire des courses-poursuites dans le bâtiment de l'hôpital, que ma mère dit avoir entendu les prisonniers allemands, puis français, les réfugiés espagnols en 1936. Jamais j'aurais pensé que quand j'étais gamin plus tard, je vienne travailler dans cet endroit où j'ai joué avec les enfants du quartier à l'époque. Suite aux destructions de la guerre, les crédits n'étant plus là, les premiers services hospitaliers, je crois que le premier service hospitalier était le service de chirurgie qui a dû monter en 1960-1961. Mais l'histoire de l'hôpital à Troyes commence bien plus tôt. Ça remonte officiellement au XIIe siècle, mais la charte a été perdue. Mais certainement qu'avant, il y avait quelque chose et que l'évêque faisait quelque chose dans la cathédrale ou dans l'église principale de son diocèse. Petit à petit, autour de cet hôpital, cet hôtel-Dieu Saint-Étienne, se trouvent d'autres hôtels-dieux. L'hôtel-Dieu Saint-Lazare, l'hôtel-Dieu de la Trinité, l'hôtel-Dieu. Et il y a à la fin 10 hôtels-dieux. Au XVIIe siècle, ces hôtels-dieux seront réunis tous ensemble. Cette fois-ci, ce sera l'hôtel-Dieu proprement dit, hein, des établissements réunis. On retrouve le témoignage du directeur de l'hôpital durant la guerre. Cette exposition retrace également les évolutions médicales. Elle est à découvrir jusqu'au 11 décembre. À l'Université de technologie de Troyes, l'Infiniment Petit veut voir plus grand et développer l'enseignement des nanotechnologies. L'UTT et l'Université de Champagne-Ardenne, l'URCA, ont proposé récemment la création d'une plateforme de nanofabrication dédiée aux matériaux pour l'optique, la mécanique ou encore les agro-ressources. Un nouveau site donc pour le développement de l'enseignement des nanosciences dans la région. Le détail avec Damien Ardois. La plateforme de nanotechnologie Nanomat est en place depuis 2007. Elle est composée de 30 chercheurs à Reims, à l'université, et de 60 chercheurs ici à l'UTT à Troyes. C'est ce bi-site qui permet d'avancer et d'exister. Ça veut dire qu'il y a des collaborations scientifiques avec des manips qui se passent à Reims, des manips qui se passent à Troyes. Et potentiellement, effectivement, les chercheurs ont vocation à venir utiliser les moyens de l'autre site. L'existence des universités comme les nôtres passe par des logiques de mise en réseau, de partenariat fort. On est exactement dans cette logique-là avec Nanomat, c'est clair. Dans le monde de l'infiniment petit, la plateforme accueille des projets de recherche académique pour des universités nationales et internationales, accueille également des projets de recherche et de développement en partenariat avec des industriels locaux, nationaux et internationaux. Les chercheurs mettent leurs compétences au service des entreprises. À partir du moment où on va descendre à l'échelle du nanomètre, les propriétés de la matière peuvent changer et donc vont changer. Et donc c'est d'accompagner les industriels qui voudraient innover dans ce sens-là. Il y a des projets en partenariat avec Saint-Gobain pour développer des nouveaux verres auto-nettoyants, ou bien des projets avec des entreprises de mécanique locale où la nanostructuration par exemple de la matière va permettre d'améliorer de façon considérable les propriétés mécaniques de certains aciers. De nombreux projets ont ainsi été déposés et acceptés. Le budget du laboratoire de nanotechnologie de l'UTT s'établit à 3 millions d'euros par an, financé entre autres par les collectivités. Il faut avoir à disposition un matériel à la pointe de la technologie comme ce microscope lithographique à faisceau électrique.
Mais pour se faire reconnaître, Nanomat a besoin de se spécialiser pour acquérir donc une certaine visibilité. On ne sera jamais référence au niveau national dans les nanotechnologies puisqu'on a des grands centres qui sont à Paris, à Grenoble et à Toulouse. Au-delà de ces 3 grands centres, je dirais nationaux, il y a la place pour un certain nombre d'acteurs sur des niches, et notamment sur tout ce qui est optique et plasmonique lié aux nanotechnologies. Je pense que là, il y a une place de référent national pour le site de Champagne-Ardenne qui me paraît assez évidente. Et visiblement, les responsables de l'UTT et de l'URCA croient en ce projet à un nouveau bâtiment de 1500 mètres carrés dédié exclusivement aux nanotechnologies, doit sortir de terre d'ici 2014 à Troyes. Un hôte de marque dans le temple du livre à Troyes. Hier soir, le prix Goncourt 2011, Alexis Génie. Il a refermé le cycle de rencontres proposé dans le cadre du centenaire de la maison d'édition Gallimard à la médiathèque du Grand Troyes. Et cet écrivain, par ailleurs professeur de biologie à Lyon, a pu rencontrer ses lecteurs. Un événement plutôt rare. Les amoureux de littérature étaient en tout cas au rendez-vous. Regardez. La foule des grands soirs hier à la médiathèque du Grand Troyes pour écouter le Goncourt 2011, certes, mais l'affluence correspond aussi à l'engouement pour l'exposition Gallimard. Et la rencontre était prévue avant la remise du prix. Lorsque nous avons arrêté la date et demandé à Alexis Génie de venir, nous ne savions pas qu'il aurait le prix Goncourt. Donc nous défendions avant tout une œuvre. Il se trouve qu'elle a été récompensée, tant mieux. Mais nous avions invité Jean-Marie Laclaftine et Alexis Génie. Point. Et les Aubois ont eu de la chance. Venu de Lyon, Alexis Génie, désormais en tête de gondole chez les libraires pour son roman L'art français de la guerre, doit maintenant opérer une sélection dans ses déplacements à travers la France. Maintenant, j'ai beaucoup plus de demandes. Il faut que je trie en fonction de mes disponibilités qui sont de moins en moins importantes. Je suis assez pris pour un moment là. Mais comme ça, c'était programmé, donc voilà. C'est le seul endroit où on peut rencontrer des lecteurs qui peuvent dire quelque chose sur ce qu'ils ont lu. Quand un lecteur dit qu'il a aimé, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas vrai. C'est très sincère un lecteur. Beaucoup plus que la critique. En voyant des lecteurs, on est confronté à un vrai miroir. C'est-à-dire des gens qui vont dire ce qu'ils ont trouvé dans votre livre. Et ça, c'est précieux parce que soi-même, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dans le livre. Des rencontres qui permettent de tisser un lien étroit et direct avec les lecteurs. La maison d'édition Centenaire souhaite les cultiver pour désacraliser le rôle de l'écrivain. Il faut que des libraires ou des bibliothécaires fassent cette transition entre l'écrivain et son public. Ça permet d'avoir des retours souvent très surprenants sur notre travail. Et puis ça permet aux gens de voir que les écrivains ne sont pas différents d'eux. De son côté, le directeur de la médiathèque du Grand Troyes se réjouit du succès global des rencontres liées à l'exposition Gallimard, avec en moyenne 80 à 100 personnes à chaque fois, mais il déplore le manque d'intérêt pour l'exposition. L'exposition n'a pas, à mon avis, rencontré tout son public. J'aurais aimé que davantage de personnes viennent la visiter, d'autant qu'elle n'est pas très grande, que c'est un accès libre. J'espérais plus de public en fait. Il reste désormais une journée aux visiteurs avant de tourner la page et 100 ans pour fêter le 2e centenaire de la maison d'édition parisienne. Et c'est la fin de ce journal. Dans quelques instants, le roman froid et plein de suspense de la météo pour les jours à venir. Très belle soirée à tous et à demain.